Bienvenue sur JK raconte une histoire où se déroulent des drames de la vie réelle. Installez-vous et appréciez le récit d'aujourd'hui. C'était samedi soir. Le soleil venait de se coucher, créant un crépuscule qui rendait difficile de savoir s'il fallait allumer les phares. Daniel Crawford n'eut pas à décider. Il entrait dans son garage, situé dans une rue tranquille de Dayton. Un instant plus tard, un homme mince aux cheveux foncés sortit de la porte latérale, portant un sac de voyage, une mallette et un ordinateur portable. Des années d'expérience lui permettaient de manipuler les objets avec aisance. Il entra chez lui sans appeler sa femme Rachel, sachant qu'elle n'était pas là. Il se rendit au salon, posant sa mallette et son ordinateur portable sur le canapé, et son sac à vêtements près des escaliers. Il accrocha son manteau dans le placard près de la porte d'entrée, puis retira sa veste et sa cravate, déboutonnant le haut de sa chemise. Il venait de rentrer d'une réunion régionale de directeurs chez Midwest Industries. Bien qu'il ne fût pas techniquement un directeur, mais l'analyste principal des systèmes, son superviseur, doué pour l'organisation du personnel mais ignorant tout des systèmes informatiques, l'avait exigé à la réunion à Columbus. Il avait dit à sa femme qu'il serait de retour mardi, prétextant que la réunion était suivie de séminaires de fin de semaine. Il avait ses raisons pour cette tromperie et ne voulait pas rentrer trop tôt. Regrettant de ne pas avoir emporté de vêtements confortables pour le voyage, il savait que Rachel lui aurait demandé pourquoi. Une fois rentré, il prit une douche et enfila un jean et un polo. Après un repas rapide composé de restes et d'une bouteille de bière, il lut le journal local dans le salon, donnant l'impression d'un mari se relaxant après un voyage. En réalité, il gagnait du temps, faisant face à une crise personnelle. Il avait dépassé le déni, mais faisait toujours face à la colère, la négociation, la dépression et la lutte vers l'acceptation. Après minuit, il nettoya la cuisine, réalisant que c'était de la procrastination. Incapable de trouver une autre solution, il enfila une veste légère et se dirigea vers la porte latérale. Se souvenant de quelque chose, il retourna au salon, envoya un email depuis son ordinateur portable, puis quitta la maison. Après 5 minutes dans le garage, il s'éloigna en voiture, la porte du garage se refermant derrière lui. À 7h37 du matin, l'opératrice d'urgence de Dayton répondit à un appel. « Urgence. Quelle est votre urgence ?» Une voix féminine, d'apparence jeune, répondit. « J'ai besoin de la police. Je pense qu'un crime a été commis. »« Où vous trouvez-vous, madame ?» demanda l'opératrice. « Je suis à une cabine téléphonique sur Riverside Drive, près de Memorial Park, » répondit-elle. L'opératrice, comprenant la mauvaise connexion, demanda. « Quel crime a été commis, madame ? Avez-vous été attaquée ou volée ?» La jeune femme hésita avant de répondre. « Non, ce n'était pas moi. Je vais bien. Je courais dans le parc sur la route d'accès aux aires de pique-nique et j'ai vu une voiture garée là. Les portières étaient ouvertes, les lumières allumées, et il y avait beaucoup de sang. » L'opératrice d'urgence, maintenant très intéressée, demanda. « Une ambulance sera-t-elle nécessaire ? Y a-t-il des blessés ? » Non, personne n'était là. Juste une voiture vide et du sang. Quelques secondes plus tard, elle ajouta. « Je n'ai pas beaucoup regardé autour de moi. J'avais peur que quelqu'un me poursuive, alors j'ai couru jusqu'à cette cabine téléphonique pour vous appeler. Vous avez bien fait. Une voiture est en route et devrait arriver en moins de 10 minutes. Veuillez attendre les agents afin de pouvoir leur montrer l'emplacement exact. » Alarmée, l'appelante répondit. « Non, je n'attends pas. Et s'ils venaient me chercher ? Je rentre chez moi. » Elle raccrocha alors. L'opératrice d'urgence fixa l'écran alors que l'appel prenait fin. « Mince alors. J'espère que je n'ai pas détourné des agents de quelque chose de plus important. » Vers 14h, le détective James Sullivan arriva à la maison des Crawford. Une femme blonde entra dans l'allée alors qu'il sortait de sa voiture. Il s'approcha rapidement d'elle. « Excusez-moi, je cherche Madame Crawford. » Elle se retourna, sortant une valise de la voiture. « Je suis Rachel Crawford. Est-ce que je vous connais ? » Non, madame. Je suis le détective James Sullivan de la police de Dayton. Nous essayons de localiser votre mari, Daniel Crawford. Sa voiture a été retrouvée abandonnée à Memorial Park ce matin. Il montra son insigne et sa carte d'identité. Rachel parut préoccupée, puis dit. Daniel est à Columbus. Il y va généralement en voiture, mais cette fois il a dit qu'il prenait l'avion à cause des réunions prolongées.
Vous devez vous tromper. Le détective Sullivan insista. Nous sommes sûrs que c'est sa voiture. La plaque d'immatriculation et le numéro d'identification du véhicule correspond. ENT à son immatriculation. Confuse, elle se dirigea vers la porte latérale. Si c'est sa voiture, elle a dû être volée à l'aéroport. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Sullivan persista. Quand avez-vous parlé à votre mari pour la dernière fois? Pourriez-vous l'appeler maintenant pour vous assurer qu'il est à Columbus? A-t-il un téléphone portable que vous pouvez appeler? Rachel s'arrêta, posa son sac et fouilla dans son sac à main pour trouver son téléphone. Il m'a appelé hier matin depuis Columbus. Je vais l'appeler maintenant. Elle composa son numéro, mais un téléphone sonna dans la poche du détective. Il répondit. Allô, Madame Crawford. Surprise, elle demanda. Comment avez-vous eu le portable de Daniel? Sullivan répondit. Je ne peux pas vous le donner. C'est une preuve dans un possible crime majeur. Il a été trouvé dans la voiture de votre mari. Rachel, maintenant plus préoccupée, demanda. Crime majeur? Que voulez-vous dire? La voiture de votre mari a été trouvée avec les portières ouvertes et un impact de balle. Nous devons le retrouver pour l'exclure en tant que victime ou suspect. Pourriez-vous appeler son hôtel à Columbus? Rachel ramassa sa mallette et dit. Bien sûr. Le numéro de l'hôtel est dans mon carnet d'adresse. Il loge toujours au même Hampton Inn. Entrez et nous allons régler ça. À l'intérieur de la cuisine, elle trouva rapidement le numéro et appela l'hôtel. Après avoir raccroché, elle se tourna vers le détective, confuse. La mallette et l'ordinateur portable de Daniel sont dans le salon. Je ne comprends pas. Le détective Sullivan, l'air pensif, appela son collègue. Salut, Michael. C'est James. J'ai besoin d'un mandat de perquisition pour la maison des Crawford. Nous devons déterminer si M. Crawford est une victime ou un suspect. Apporte-le ici dès que possible. Je t'attends. Il raccrocha et s'assit en face de Rachel. Un mandat de perquisition. Vous pouvez fouiller tout ce que vous voulez. Demandez simplement. Je veux que vous trouviez mon mari. Le détective Sullivan répondit. Je dois suivre le protocole. Si votre mari est impliqué dans quoi que ce soit d'illégal, toute preuve trouvée sans mandat ne pourra pas être utilisée devant les tribunaux. Rachel, en colère, dit. Illégal? Daniel n'est impliqué dans rien d'illégal. Il travaille avec des ordinateurs. Sullivan demanda. Pourquoi est-il rentré en ville sans vous le dire? Rachel pâlit et murmura. Oh non, ce n'est pas possible. Paniquée, elle dit. Je n'ai aucune idée pourquoi il est rentré plus tôt. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'est impliqué dans rien d'illégal. Sa panique augmenta. Daniel pourrait être blessé quelque part. Vous devez le trouver. Le détective Sullivan dit plus doucement. Nous ne savons encore rien avec certitude, Madame Crawford. Je dois faire les choses correctement. Tous nos agents recherchent votre mari. Pourquoi ne feriez-vous pas du café pendant que nous attendons le mandat? Son ton compréhensif calma Rachel et elle commença à faire du café. Cependant, elle se crispa de nouveau lorsqu'il dit. Pendant que nous buvons le café, pourriez-vous me raconter comment vous avez passé les dernières 48 heures? Nous avons besoin de déclarations de toutes les personnes impliquées. Sullivan attendit quelques minutes avant de demander une déclaration préliminaire. Ils s'assirent à la table de la cuisine, buvant du café pendant qu'il décrivait l'état de la voiture de Daniel, y compris l'impact de balle et le sang. Il dit que le sang suggérait une blessure grave, que des preuves étaient examinées, la voiture était remorquée pour une inspection plus approfondie, et le médecin légiste et les experts scientifiques étaient toujours à pied d'œuvre sur les lieux. Le détective Michael Torres, partenaire de Sullivan, arriva avec le mandat de perquisition et 2 techniciens de la police scientifique. Ils commencèrent une fouille minutieuse de la maison Crawford, du garage et de la voiture de Rachel. Sullivan s'arrangea avec Rachel pour récupérer le rasoir et la brosse à dents de Daniel pour une comparaison ADN. Rachel était si bouleversée que Sullivan lui demanda de rester sur le canapé pendant qu'il terminait la fouille. Après 1 heure, ils décidèrent de ne prendre que la mallette, l'ordinateur portable et les échantillons d'ADN de Daniel. L'ordinateur portable est protégé par un mot de passe. Madame Crawford, connaissez-vous le mot de passe de l'ordinateur portable de votre mari? Rachel,
désireuse d'aider, dit que c'était son prénom et son nom de famille et son année de naissance. Daniel 1971. Cela devrait fonctionner. Aucune des variations ne fonctionna. Sullivan la rassura. Nos techniciens trouveront un moyen de contourner cela. Les articles furent stockés dans le fourgon de la police scientifique. Sullivan s'assit avec Rachel pour recueillir sa déposition. Alors, Madame Crawford, j'ai besoin d'informations de base sur vos allées et venues. Ce week-end. Commençons par samedi matin. Rachel prit une grande inspiration. Samedi matin, j'ai fait des corvées à la maison. Daniel a appelé de Columbus vers 1h ou 1h30, s'excusant de ne pas être à la maison. Je suis allé faire des courses jusqu'à 16h30, puis je suis rentré. Après le dîner vers 19h30, je suis allé chez une amie et j'y suis resté la nuit. Ce matin, je me suis levé tard, j'ai pris mon temps et je suis rentré vers 14h. Tandis qu'elle expliquait, elle devenait de plus en plus tendue, fixant le sol et serrant les poings. Le détective Sullivan finit d'écrire, ferma son carnet et dit « Nous pourrions avoir besoin de plus de détails plus tard, Madame Crawford. C'est suffisant pour l'instant, mais soyez prête à en fournir davantage si nécessaire. » Il mit son bloc-notes et son stylo dans sa poche, puis se leva pour rejoindre les autres qui fouillaient le garage et la voiture. Avant de partir, il demanda « Avez-vous des photos récentes en pied de votre mari ? Une bonne photo de face aiderait aussi. Nous n'avons que sa photo de permis de conduire. » Il se dirigea vers la cheminée, jetant un coup d'œil aux photos de mariage. Rachel alla chercher rapidement un album photo. « Voici quelques photos récentes, détective. Choisissez celle que vous voulez. » Ils s'assirent ensemble et Sullivan choisit une photo de groupe et un portrait de Daniel. « Celles-ci seront parfaites. » Rachel lui tendit les photos et il demanda « L'homme sur la photo est-il un parent ? Si nous avons besoin d'un échantillon d'ADN, un membre de la famille pourrait aider si nous ne pouvons pas utiliser le rasoir ou la brosse à dents. » Rachel répondit « Non, c'est Trevor Bennett, le meilleur ami de Daniel depuis l'école primaire. Daniel n'a pas de proches parents ici. » Sullivan la remercia et rejoignit les autres dans le garage. Rachel, au bord des larmes, resta à la table de la cuisine. Sullivan ressentit de la sympathie pour elle. Son mari était porté disparu et potentiellement impliqué dans un incident grave. Le fait qu'elle ne sache pas qu'il était en ville ajoutait au mystère. Les détectives et les experts de la police scientifique terminèrent la fouille du garage et de la voiture. Ils trouvèrent des taches de sang sur les pédales d'accélérateur et de frein de la voiture de Rachel, ce qui les incita à la remorquer pour une inspection plus approfondie. Tandis que les techniciens remballaient, les détectives discutèrent de l'affaire. Sullivan, faisant face à la porte latérale, dit à son partenaire « Quel est votre avis sur Madame Crawford ? J'ai des doutes, surtout avec le sang dans sa voiture. » Torres répondit « Elle semblait être une épouse inquiète, mais il est difficile de dire pour l'instant. Nous ne devrions pas tirer de conclusions hâtives. » Sullivan décida « Voyons sa réaction lorsque nous lui parlerons du sang et du remorquage de sa voiture. » Ils frappèrent et entrèrent dans la cuisine, surprenant Rachel, qui était au téléphone portable. Elle raccrocha rapidement. « Vous êtes de retour. Je pensais que vous aviez fini, » dit Sullivan. « Nous avons trouvé du sang sur les pédales de votre voiture. Nous la remorquons pour une inspection approfondie. J'espère que cela ne vous dérange pas. » Rachel eut l'air choquée. « Du sang dans ma voiture ? Je n'ai pas vu de sang. » Sullivan répondit « Nous devons savoir comment il est arrivé là. Si c'est lié à l'incident du parc, nous aurons besoin de réponses. De plus, nous aurons besoin des chaussures que vous portiez aujourd'hui. Je ne suis pas allé au parc depuis des semaines. Je ne comprends pas comment il pourrait y avoir du sang dans ma voiture. » Elle lui tendit ses chaussures puis s'affala sur une chaise, se couvrant le visage. Les deux détectives réalisèrent qu'ils avaient besoin de plus d'informations et prirent congé, laissant Rachel à la table de la cuisine. « Qu'en pensez-vous, Michael ? Est-elle une épouse inquiète ou une bonne actrice ? Avez-vous remarqué qu'elle était au téléphone et qu'elle a raccroché rapidement ? » Torres secoua la tête. « Je ne sais pas, James. Elle semble sincère, mais si le sang dans sa voiture est celui de son mari, elle pourrait être impliquée. Nous devrions parler à leurs amis et voisins. Peut-être que quelqu'un sait quelque chose. » Elle parlait probablement à sa meilleure amie. « Oui, fouiller un peu pourrait aider. Je veux savoir pourquoi il est rentré tôt. Cela pourrait être la clé. »
Le détective Sullivan mit les chaussures dans un sac comme preuve. Comme ils étaient arrivés séparément, ils retournèrent au poste seuls, chacun essayant de donner un sens aux indices. Ils passèrent le reste de leur service à rédiger des rapports. Le lendemain matin, James et Michael arrivèrent tôt, désireux de se plonger dans l'affaire. Ils furent accueillis par les rapports de la police scientifique et du médecin légiste. Il leur fallut 1 heure pour les lire. James nota, les rapports vont dans la même direction. Mais nous ne devons pas nous précipiter. Voyons ce que nous pouvons trouver d'autre sur l'ordinateur. Pendant ce temps, nous devrions parler à son avocat et à ses collègues. Michael acquiesça et ils rendirent visite à l'avocat de Daniel, William Foster, qui leur accorda rapidement quelques minutes. Je ne peux pas discuter de la situation juridique de mon client. De quoi avez-vous besoin? Le détective Sullivan dit, nous avons besoin de la confirmation de ces emails qui vous ont été envoyés depuis l'ordinateur de Daniel Crawford. Nous voulons nous assurer que ce ne sont pas de simples brouillons. Il lui tendit 4 pages. L'avocat confirma, ce sont des originaux. Je peux confirmer leur réception. Les détectives le remercièrent et se dirigèrent vers leur voiture, échangeant des regards significatifs en route vers Midwest Industries. James dit, comme vous l'avez mentionné, le conjoint est généralement impliqué, mais nous avons plus de travail à faire sur le lieu de travail de Daniel. Ils furent conduits au bureau de son superviseur. Le détective Torres prit l'initiative. Nous enquêtons sur la découverte de la voiture de Daniel Crawford au Memorial Park. Vous en avez peut-être entendu parler. Nous avons quelques questions. Le superviseur les assura de sa coopération. Daniel est un employé précieux. Que voulez-vous savoir en premier? Daniel était-il censé rester en Columbus jusqu'à mardi soir? Il aurait eu des séminaires samedi et dimanche. Nous devons confirmer son emploi du temps. Le patron de Daniel répondit rapidement, Daniel n'avait aucun événement prévu pour le week-end. Je l'attendais de retour samedi soir. Le détective Torres nota cela et continua, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel chez Daniel dernièrement? Quelque chose qui le préoccupait? Le patron réfléchit un instant, puis répondit, Daniel semblait avoir beaucoup de choses en tête récemment. Je lui ai demandé s'il avait des problèmes, mais il a dit que tout allait bien. Il a beaucoup ruminé. J'ai supposé qu'il travaillait simplement dur. Les détectives le remercièrent et retournèrent à leur voiture, sentant qu'ils faisaient des progrès. En fin de matinée, ils étaient de retour au bureau et reçurent les résultats préliminaires d'ADN et un rapport médico-légal qui incluait des preuves d'un dispositif de suivi. Avec plus de pièces du puzzle en place, ils révisèrent leurs notes et informations dans une salle d'interrogatoire. Suite. Convaincus d'avoir une meilleure compréhension, ils décidèrent de rendre visite à nouveau à Rachel Crawford. Arrivant à la maison Crawford vers 15 heures, ils n'avaient pas appelé à l'avance pour la prendre au dépourvu. Rachel parut surprise en les voyant. « Détective, avez-vous retrouvé mon mari? J'appelle le sergent toutes les 2 heures et il n'a rien à signaler. » Le détective Sullivan répondit, « Non, mais nous avons fait des progrès. Nous aimerions vous poser quelques questions. » Rachel, l'air embarrassé, dit, « Bien sûr, entrez. Je ferai de mon mieux pour vous aider. » Dans le salon, le détective s'assit en face d'elle. Le détective Torres ouvrit son carnet et demanda, « Y a-t-il quelque chose que vous voulez nous dire sur votre relation avec Trevor Bennett? » Rachel blêmit. « Quoi? Trevor est le meilleur ami de mon mari. C'est juste mon ami. » Le détective Sullivan demanda calmement, « Avez-vous une liaison avec Trevor Bennett? » Rachel, encore plus pâle, bégaya, « Absolument pas. » Comment pouvez-vous me demander cela? Le détective se leva. Torres dit, « Nous avons besoin que vous veniez au poste pour une déposition officielle. » Rachel paniqua. « Quoi? Suis-je en état d'arrestation? Pourquoi dois-je aller au poste? » Vous n'êtes pas encore en état d'arrestation. Nous avons besoin d'une déclaration officielle. Vous pouvez avoir un avocat si vous le souhaitez. Rachel répondit rapidement, « Je n'ai pas besoin d'un avocat. Je viendrai au poste. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aider à retrouver Daniel. » Rachel raccompagna les détectives jusqu'à leur voiture. Une fois au poste, ils la conduisirent à une salle d'interrogatoire faiblement éclairée, conçue pour créer un environnement inconfortable. « Nous allons vous demander d'attendre ici pendant que nous rassemblions nos documents. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir un avocat? » Le détective Sullivan lui donna une autre chance de décider. Elle refusa, en secouant la tête,
ses yeux bleus remplis de larmes. Le détective quitta la pièce, s'assurant que les caméras étaient en marche. Le détective Torres dit à son officier supérieur, « Je veux un bon enregistrement de tout ce qui sera dit. Je pense que nous allons résoudre cette affaire. » James Sullivan s'approcha avec des dossiers. « Prenons d'abord un café. Laissons-là un peu de temps pour réfléchir. » Les trois hommes se mirent d'accord et passèrent 20 minutes au café à discuter de l'affaire et à planifier l'interrogatoire. Pendant ce temps, à l'eau. TR bout de la ville, un bénévole de Crime Stoppé répondait à un appel. « Bonjour. Ici Crime Stoppé. Nous payons jusqu'à 1 000 $ pour des informations sur des crimes non résolus. Cet appel est enregistré. » Après quelques secondes de silence, un homme âgé parla. « Puis-je avoir de l'argent si j'aide la police ? Cela dépend de votre information et de son utilité pour la police. Avez-vous des informations sur un crime ? » Il y eut une autre pause avant que l'appelant ne dise « Est-ce que j'obtiens l'argent tout de suite ? Et si la police me trompe ? L'argent ne vient pas de la police, donc ils ne vous arnaqueront pas. Dites-moi ce que vous savez et je vous donnerai un numéro de code. Vous pourrez rappeler dans quelques jours pour voir si votre information a été utile. » L'homme semblait frustré. « J'ai besoin de l'argent maintenant. J'ai besoin d'un verre. Si vous avez besoin de nourriture, je peux vous orienter vers des refuges. Pas de nourriture. Un verre. Le genre qui coûte 5 $ la bouteille. » Le bénévole sourit mais dit, « Si votre information est bonne, vous pourriez vous acheter beaucoup de boissons. » D'accord, j'attends. J'ai vu quelqu'un jeter une arme dans la rivière sous le pont de Main Street. C'était dimanche matin. Il avait un fusil et 2 pelles. Le bénévole demanda, « C'était du côté nord du pont ? Les a-t-il jetés dans l'eau ? » Oui, il les a juste jetés du quai. Je peux le décrire. Il était grand avec des cheveux blonds et sa voiture était bleu foncé. La plaque d'immatriculation commençait par TBN, mais j'ai oublié le reste. Le bénévole nota les informations et dit, « J'ai tout ce dont nous avons besoin. Votre numéro est le 127. Rappelez dans quelques jours et nous vous ferons savoir si cela a aidé la police. » Le bénévole transmit l'information à l'officier de liaison de la police. Un plongeur fut envoyé dans l'heure et retrouva rapidement les objets. L'arme fut emmenée au laboratoire criminel où elle correspondait à la scène de crime récente au Memorial Park. Un rapport fut envoyé au détective et un technicien récupéra les 2 pelles auprès du greffier décellé. Alors que les détectives quittaient le café, ils furent accueillis par un greffier qui leur remettait les rapports de balistique et de Crime Stoppé. « Détective, nous avons l'arme utilisée lors de la fusillade au Memorial Park. Le rapport ci-joint pourrait vous mener au coupable. » Le greffier remit les rapports. Torres et Sullivan les examinèrent, puis consultèrent les dossiers des véhicules sur un ordinateur. « James, séparons-nous. Je vais interroger notre invité dans la salle d'interrogatoire, et tu peux demander à un officier en uniforme d'amener M. Bennett pour l'interroger. » Ça me semble un bon plan, Michael. Les choses se mettent bien en place. Le détective Torres rassembla les rapports et se dirigea vers la salle d'interrogatoire où Rachel Crawford attendait. Pendant ce temps, son partenaire s'arrangea pour qu'un officier en uniforme se rende au domicile de Trevor Bennett. Bientôt, ils étaient en route. Dans la salle d'interrogatoire, Rachel était assise calmement, ne montrant ni peur ni tristesse. « Désolé de vous avoir fait attendre, Madame Crawford. Cette pièce est surveillée et enregistrée, » dit le détective Torres. Elle répondit, « Ça ne me dérange pas. Je n'ai rien à cacher. » Torres répliqua, « Bien. Commençons. Avez-vous une liaison avec Trevor Bennett ? Oui ou non ? » Les épaules de Rachel s'affaissèrent et elle détourna le regard. « Oui, » murmura-t-elle. Torres lui montra des documents provenant de l'ordinateur portable de Daniel. « Nous avons la preuve de votre liaison. Votre mari était au courant. Il a envoyé ces documents à son avocat, préparant un divorce pour cause d'infidélité. Cette carte montre vos visites chez Bennett. » Rachel parut choquée. « Comment Daniel a-t-il su ?» Torres brandit un petit appareil. « Il a installé ce dispositif de suivi de kilométrage dans votre voiture, enregistrant où vous conduisiez et quand. » Elle fixa l'appareil. Daniel était au courant depuis des semaines et il voulait divorcer. Elle commença à pleurer. Torres continua, « Daniel a documenté vos rencontres avec Bennett. Le dernier suivi datait de samedi soir, lorsqu'il a disparu.
Il a envoyé un email à son avocat disant qu'il allait vous confronter et craignait d'être blessé. Rachel dit, mais Daniel n'est jamais venu chez Trevor. J'ai passé la nuit là-bas. Torres répondit, les résultats préliminaires de l'ADN montrent que le sang trouvé dans le parc est le sien. Nous avons trouvé l'arme utilisée, liée à votre amant. La question est de savoir combien de temps vous allez le dissimuler. Rachel insista, Trevor n'a rien fait à Daniel. Nous étions ensemble toute la nuit. Torres ajouta, nous avons également trouvé le sang de votre mari dans votre voiture et sur vos chaussures. Mon partenaire est en train de récupérer Monsieur Bennett. Celui ou celle qui nous dira ce qui s'est passé et où trouver le corps de Daniel O. détiendra un meilleur arrangement. Rachel resta silencieuse, visiblement secouée tandis que Torres rassemblait les documents et attendait sa réponse. Le détective Torres tendit à Rachel les rapports d'analyse sanguine, mais elle y jeta à peine un coup d'œil. Daniel ne peut pas être mort. Je l'aime. J'ai besoin de lui. Elle sanglota, manifestement très bouleversée. Trevor vous dira la même chose. Si Daniel a été blessé dans le parc, nous n'y étions pour rien. Elle pleura dans un mouchoir froissé et humide. Le détective Torres lui donna quelques minutes pour retrouver son calme. Quand elle sembla plus sereine, il dit, il n'y a aucun doute, votre mari est mort. Le médecin légiste a conclu qu'il y avait plus de 95% de chances, en se basant sur la perte de sang et l'absence de traitement dans toute installation du comté. Il lui tendit le rapport et des photos de la scène. En voyant les images, elle fondit à nouveau en larmes. Je vous laisse seul quelques minutes pour réfléchir. Vous ne vous aidez pas en niant votre responsabilité. Torres quitta la pièce. Posa les rapports sur son bureau et secoua la tête en passant devant son supérieur. Il se dirigea vers la salle de repos pour prendre un café tandis que son commandant surveillait Rachel via la caméra de la salle d'interrogatoire. Le détective Sullivan, réfléchissant à l'affaire, se rendit chez Trevor Bennett, où il retrouva une voiture de patrouille. Sullivan fut presque surpris quand Trevor Bennett ouvrit la porte sans tarder. « Oui, messieurs les agents. »« Comment puis-je vous aider ?» demanda Bennett en voyant la police. Le détective Sullivan se présenta, « Je suis le détective Sullivan. Nous sommes ici concernant la disparition de Daniel Crawford. Nous avons besoin de vous au poste pour un interrogatoire. Madame Crawford s'y trouve actuellement, et nous avons des questions qui nécessitent votre éclaircissement. » Bennett demanda, « Suis-je en état d'arrestation ? Je sais que Daniel a disparu, mais je ne vois pas comment je peux aider. Nous avons des questions auxquelles vous pourriez nous aider à répondre. Veuillez nous accompagner. Vous n'êtes pas en état d'arrestation. » Bennett, trop abasourdi pour résister, les rejoignit dans la voiture banalisée. Il s'assit à l'arrière, conformément au protocole du département. Le détective Sullivan se tourna vers son chauffeur. « Allons au poste. » En chemin, Sullivan demanda à Bennett, « À quel point connaissez-vous Madame Crawford ? » Pour moi, c'est juste la femme de Daniel. Pourquoi cette question, répondit Bennett. Juste par curiosité. Que faites-vous dans la vie, monsieur Bennett? Je dirige une entreprise d'aménagement paysager, Bennett S. Landscaping. Nous faisons beaucoup de travaux commerciaux, même pour la ville, dit Bennett, se détendant un peu. Au poste, Bennett fut placé dans une salle d'interrogatoire, à côté de celle de Rachel. Le détective Sullivan rassembla les dossiers de Torres et commença à interroger Bennett. Initialement, Bennett nia la liaison, mais les preuves tirées des emails et des rapports de surveillance le firent avouer. Il admit que la liaison avait duré près de 4 mois, mais insista sur le fait qu'aucun d'eux n'avait blessé Daniel et qu'il n'avait pas quitté sa maison la nuit de la disparition de Daniel. Alors que Sullivan le pressait, Bennett suggéra une nouvelle théorie, si Daniel avait découvert notre relation, il aurait pu entrer dans une rage folle ou même engager quelqu'un pour faire croire que nous étions impliqués. Lui et moi avons un passé. Sullivan répliqua, nous avons l'arme du crime. Un témoin vous a décrit dans votre voiture et a fourni la majeure partie de votre numéro de plaque d'immatriculation. N'essayez pas de prétendre que Daniel vous a piégé avec un plan élaboré. Trevor Bennett s'agita et dit, vous ne connaissez pas Daniel. Nous sommes les meilleurs amis du monde depuis l'école primaire, mais j'ai appris à ne pas me mêler de ses petites amies ou de sa femme. Au lycée, je suis sorti avec l'une de ses petites amies dans son dos. Quand il l'a découvert, il m'a fait peur, même si je suis plus grand et plus fort. Il m'a averti qu'il me détruirait si je recommençais. Le détective, légèrement amusé, répondit, donc, vous aviez peur de lui,
mais vous avez quand même eu une liaison avec sa femme. Trevor, se calmant, dit « Je n'ai pas pu lui résister. Cela s'est accumulé au fil des ans, et il y a quelques mois, j'ai fait le premier pas. Nous nous voyons depuis. Je n'arrive pas à croire qu'il l'ait découvert. Nous étions si prudents. » Le détective parcourut les rapports. Les liaisons mènent souvent à la violence. Je pense que vous et Rachel avez planifié cela. Vous pouvez soit tout avouer, soit faire face à la peine maximale. C'est votre choix. Trevor insista. Nous n'avons rien à voir avec ça. Si Daniel l'a découvert, il a pu faire quelque chose de drastique. Peut-être qu'il nous a piégés. Le détective Sullivan D. Nous avons suffisamment d'éléments pour perquisitionner votre domicile, votre voiture et votre bureau. Avouez maintenant pour obtenir la clémence. Réfléchissez, Trevor. Trevor, indigné, dit « Je n'ai pas fait de mal à Daniel. Peut-être que Rachel a fait quelque chose, mais je n'en sais rien. » Le détective ramassa ses papiers et quitta la pièce en disant « Quand les criminels travaillent ensemble, l'un essaie toujours de blâmer l'autre. Vous ne partirez pas de sitôt. » Dehors, le détective Sullivan retrouva son partenaire avec un autre rapport. Les pelles trouvées dans la rivière proviennent de l'entreprise d'aménagement paysager de Bennett. Ces gars pensent que nous ne le découvrirons pas. Plus tard, les détectives présentèrent leurs preuves au procureur de district. Malgré l'absence de corps, les preuves étaient suffisamment solides pour porter des accusations. Une demi-heure plus tard, Rachel Crawford et Trevor Bennett furent inculpés du meurtre de Daniel Crawford. Ils clamèrent leur innocence tandis que leur droit Miranda leur était lu. Après la mise en examen, Rachel et Trevor furent soumis à la prise d'empreintes digitales et photographiées, aucun d'eux n'ayant besoin d'être averti de ne pas sourire. Alors qu'ils étaient ramenés à leur cellule, ils parlèrent pour la première fois depuis leur inculpation. « Que allons-nous faire, Trevor ? Ils ne peuvent pas croire que nous ayons fait quoi que ce soit à Daniel. »« N'est-ce pas ?» demanda Rachel, reniflant toujours. « Nous avons besoin de nos propres avocats. Ou peut-être en partager un pour économiser de l'argent puisque nous sommes accusés de la même chose. Mais tout cela est faux. Je pense que Daniel nous a piégés, dit Trevor, frustré. Tu ne peux pas croire ça, n'est-ce pas? Pourquoi Daniel irait-il jusqu'à de tels extrêmes, demanda Rachel, choquée. Je ne pense pas que tu connaissais Daniel aussi bien que tu le croyais. Je suis étonné qu'il n'ait rien fait de drastique quand il a découvert notre relation. Si j'avais cru qu'il le découvrirait, je ne t'aurais pas touché, répondit Trevor en secouant la tête. Trevor raconta à Rachel l'incident passé où il était sorti secrètement avec la petite amie de Daniel, se tenant près des barreaux de la cellule, séparés par un mur de béton. Ils pouvaient facilement se parler. Je ne crois pas que Daniel ferait ça. Je ne sais même pas comment il a découvert. Nous étions toujours prudents et ne nous rencontrions que lorsqu'il était absent de la ville, dit Rachel pensivement. Je regrette de l'avoir trahi. Même s'il n'est pas mort, je veux divorcer, ajouta-t-elle, sa voix s'éteignant avec l'émotion. Trevor l'écouta pleurer et dit, Rachel, arrête. Tu connaissais les risques quand tu es venue chez moi. Tu étais consciente des conséquences. Elle se calma et dit doucement, tu as raison. J'espère juste qu'il me pardonnera. Après une pause, Rachel suggéra, je pourrais appeler William Foster, notre avocat. Peut-être qu'il peut nous représenter tous les deux et partager les frais. Ils acceptèrent et Rachel attira l'attention d'un officier pour passer un appel. Cependant, William Foster déclina l'offre en raison de son implication dans la procédure de divorce de Daniel. Il recommanda plutôt son collègue Alexander Hay. Rachel accepta et était en route. Trevor fut ravi d'apprendre cela et remercia Rachel. Ils attendirent dans leur cellule jusqu'à l'arrivée d'Alexander Hay, un avocat expérimenté. Les présentations furent brèves et examina les accusations. Donc, vous êtes tous deux inculpés du meurtre de Daniel Crawford. Que vous ont dit les officiers? Madame Crawford, vous d'abord, juste les points principaux. Rachel raconta son histoire, finissant en larmes. Je n'ai rien à voir avec ça. J'aime Daniel. Je ne pourrais pas lui faire de mal. Elle se tourna ensuite vers Trevor. Votre tour, brièvement. Trevor résuma son expérience. Affirmant, nous n'avons rien à voir avec la disparition de Daniel. Je pense que Daniel a organisé cela pour nous piéger. Et, sentant l'urgence, dit, nous devons nous concentrer pour vous faire sortir d'ici. La caution sera probablement fixée à $100 000 chacun.
Cela posera-t-il un problème? Rachel, choquée, demanda, j'ai besoin de 100 000 $ pour la caution? Non, juste 10% ou 10 000 $ en espèces pour la caution, la rassura Hay. Ils acceptèrent de pouvoir gérer la caution et étaient impatients d'être libérés. Elle les informa, vous serez mis en examen demain matin. La caution sera fixée à ce moment-là, et vous prendrez des dispositions pour sortir. Préparez-vous à passer la nuit ici. Les deux clients réagirent mal à la déclaration de l'avocat. Il expliqua qu'il ne pouvait pas faire plus tant que les accusations n'étaient pas formellement déposées. Une fois libérés, il parlerait au procureur de district pour obtenir la levée du scellé sur les preuves et mieux comprendre leur affaire. Ils furent ramenés à leur cellule où aucun des deux ne dormit bien, ayant reçu de la nourriture grasse à emporter, une seule couverture et des compagnons de cellule bruyants. Le lendemain matin à 10 h, ils rencontrèrent leur avocat avant l'audience. Malgré leur apparence négligée, ils plaidèrent non coupables et la caution fut fixée à 100 000 $. Trevor, propriétaire d'une maison et dirigeant une entreprise, négocia rapidement une caution de 10 000 $ et fut libéré en début d'après-midi. Rachel fut moins chanceuse. N'ayant pas la pleine propriété de sa maison et constatant que son compte d'épargne était vide, elle dut appeler ses parents à l'aide. Après maintes persuasions, ils acceptèrent de fournir les 10 000 $. Cependant, le délai lui valut une nuit supplémentaire en prison. Cette fois-ci, avec deux compagnons de cellule difficiles. Le lendemain, une fois les questions financières réglées, elle fut libérée, rentra chez elle, prit une douche et ignora les appels entrants. Le mois suivant s'écoula rapidement. Rachel apprit que Daniel avait retiré l'argent de leur compte pour protéger sa part avant leur divorce. Elle reçut les papiers du divorce sans savoir ce qu'il avait fait de l'argent liquide. Rachel et Trevor rencontrèrent Alexander et plusieurs fois. Et reçut des copies des preuves et prévit de rencontrer le procureur pour faire classer l'affaire, arguant de la difficulté d'obtenir une condamnation sans corps ni témoin. Il suggéra d'engager un détective privé pour explorer si Daniel avait orchestré sa propre disparition. Trevor accepta, mais Rachel croyait que Daniel était victime d'un carjacking raté. Au cours des semaines suivantes, l'enquêteur ne trouva rien. Il tenta de retrouver l'informateur qui avait signalé la carabine et les pelles jetées, mais personne ne reconnut la voix de la pelle. L'informateur n'a jamais donné suite, ce qui a ajouté au mystère. Pendant ce temps, les tensions entre Rachel et Trevor s'accrurent. Après sa libération, Trevor suggéra qu'ils continuent leur relation. Rachel refusa, le blâmant pour sa situation. « Je ne veux rien avoir à faire avec toi, à part notre affaire judiciaire, dit-elle, souvent en pleurs. La réponse de Trevor fut froide. « Fais comme tu veux, Rachel. Tu n'es pas la seule femme en ville. » Ils ne parlaient qu'en présence de leur avocat, gardant leur distance. Autrement, leur relation était devenue glaciale. Un mois après leur libération, Alexander organisa une rencontre avec le procureur Christopher Wade. Rachel et Trevor espéraient que les charges seraient abandonnées car ils avaient été harcelés de questions sur leur relation. Ils filtraient les appels à l'aide de l'identification de l'appelant et des répondeurs, désireux de blanchir leur nom et de passer à autre chose. Christopher Wade, un procureur chevronné aux tempes grisonnantes, commença, « Je viens de recevoir les rapports définitifs du médecin légiste et de la police. Sur la base des preuves, j'offre une peine réduite de 8 à 12 ans en échange d'un plaidoyer de culpabilité pour meurtre au second degré. » Rachel et Trevor furent choqués, proclamant bruyamment leur innocence. Leur avocat, essayant de les calmer, demanda comment Wade justifiait cette offre. Wade expliqua, « Nous avons de nouvelles preuves. L'ADN du sang trouvé sur la plaque d'immatriculation et le joint de coffre de votre voiture correspond à celui de Daniel Crawford. De plus, du polyéthylène noir trouvé sous la voiture de Daniel correspond à du matériel de votre entreprise d'aménagement paysager. » Rachel accusa Trevor avec colère. « Que as-tu fait ?» Trevor explosa. « Tu sais que je n'y suis pour rien. Tu étais avec moi quand c'est arrivé. » Alexander intervint, les calmant tous les deux. Il s'adressa à Wade. « Excusez mes clients. Nous espérions que les charges seraient abandonnées. Et votre déclaration les a pris au dépourvu. » Wade répondit, « Je comprends, mais nous avons suffisamment de preuves pour aller en procès. Le rapport du médecin légiste confirme que la victime avait perdu trop de sang pour survivre. La scène de crime suggère que le corps a été déplacé et chargé dans une voiture. L'accusation est confiante. » Wade remit les rapports et partit. Rachel et Trevor parlèrent hâtivement à Hay, qui leur demanda de se taire.
Je sais que vous êtes choqué. Ne vous disputez pas. Nous devons trouver une défense. Voulez-vous rejeter l'accord de plaidoyer? Tous deux refusèrent l'accord, convaincus qu'ils ne seraient pas condamnés. Et accepta de se préparer pour le procès. Après leur départ, et examina les rapports, se demandant si ses clients disaient la vérité. Malgré ses doutes, il s'engagea à les défendre. Quelques mois plus tard, le procès commença. Le juge Robert Cox prit place à 10 heures le lundi. Alexander s'assit entre Rachel et Trevor pour gérer leur tension. Il avait envisagé de suggérer des avocats séparés, mais il n'en avait pas les moyens. L'entreprise de Trevor battait. Delel et Rachel avaient quitté son emploi en raison du stress du procès et des difficultés avec les amis de son mari disparu. Le procureur Christopher Wade commença directement sa déclaration liminaire. Mesdames et messieurs les jurés, nous n'avons pas le corps de Daniel Crawford, mais nous entendons prouver qu'il est mort et que les accusés sont coupables de son meurtre. Il révéla que les accusés avaient une liaison que Daniel Crawford avait découverte, le poussant à demander le divorce. Bien qu'il fût incertain de savoir comment ou quand Daniel l'avait découvert, des traces sur son ordinateur montraient qu'il savait quand et où ils se rencontraient. Des emails documentaient ses efforts de suivi, ses préparatifs financiers pour le divorce et son intention de les confronter. Nous ne pouvons pas déterminer quand ils se sont rencontrés, mais nous en connaissons les résultats. Les preuves suggèrent qu'ils se sont rencontrés à la résidence de M. Bennett, où M. Crawford a été maîtrisé, placé sur le siège passager et conduit au Memorial Park. Là, il a reçu une balle dans le haut de la poitrine alors qu'il était probablement inconscient. Il a ensuite été retiré de la voiture et abattu une seconde fois. À ce moment-là, Rachel Crawford perdit son sang-froid, nécessitant l'intervention du juge Cox pour rétablir l'ordre. Wade continua, après le deuxième coup de feu, M. Crawford a été enveloppé dans du plastique, retiré du site et chargé dans le coffre de M. Bennett. Il a été conduit à un endroit inconnu et enterré. L'arme du crime et les pelles ont été jetées dans la rivière, mais un citoyen inquiet l'a signalé, ce qui a permis à la police de les récupérer. L'analyse médico-légale a confirmé la présence des accusés sur la scène du crime. Le sang de M. Crawford a été trouvé sur la voiture de M. Bennett et sur les chaussures de Rachel Crawford. Wade conclut, la défense affirmera qu'ils n'étaient pas sur les lieux, s'appuyant sur leurs alibis mutuels. Je suis convaincu que vous verrez clair dans cette affaire et que vous les déclarerez coupables. Alexander contre-attaqua, soulignant la présomption d'innocence et exhortant le jury à se concentrer sur les preuves. Malgré ses efforts, la déclaration du procureur eut un fort impact. Le premier témoin, un expert en informatique, a témoigné au sujet des emails et des cartes que Daniel Crawford utilisait pour suivre les rencontres de sa femme avec M. Bennett. Le dispositif de suivi décrit dans la lettre de Daniel à son avocat a enregistré avec précision les lieux et les heures. Cette preuve embarrassa Rachel Crawford tandis que Trevor Bennett semblait s'ennuyer. Le contre-interrogatoire de ne donna que peu de résultats, le dispositif et les emails étant incontestables. Les journalistes prirent note, en particulier du dispositif de suivi, anticipant l'intérêt de leurs lecteurs. Après une longue pause déjeuner, le procès reprit avec le témoignage de l'opérateur des urgences et de 2 patrouilleurs qui avaient été les premiers à intervenir. Ils fournirent des faits élémentaires et sans drame concernant la découverte de la voiture de Daniel Crawford. L'intensité du procès monta d'un cran lorsque les détectives et les médecins légistes décrivirent la scène de crime, appuyés par de grandes photographies explicites montrant des impacts de balles, du sang et des traces de traînées. Le médecin légiste a détaillé la perte de sang, l'estimant à 3 ou 4 pintes, et a décrit des traces de sang indiquant de graves blessures. Il a conclu que Daniel Crawford n'aurait pas pu survivre à une telle perte de sang. En voyant les photos choquantes, Rachel Crawford a perdu le contrôle et a crié « Non, Daniel ne peut pas être mort ». Son emportement a contraint le juge à ajourner le procès jusqu'au lendemain matin. Le deuxième jour a commencé avec la poursuite du témoignage de l'expert médical, se concentrant sur les tests d'échantillons sanguins. Après 15 minutes, le procureur Christopher Wade a mis fin à son interrogatoire, cédant le témoin à l'avocat de la défense, Alexander et a vérifié que Rachel Crawford, maintenant sous sédatif, était calme. Il visait à réfuter l'impression saisissante de la fusillade. Et a demandé, vous avez estimé que Daniel Crawford avait perdu 3 ou 4 pintes de sang, mais n'est-il pas possible que ce n'ait été qu'une ou 2 pintes, selon la répartition du sang? Le médecin légiste a répondu, c'est peu probable, mais pas impossible. Et a poursuivi, les premiers secours auraient-ils pu atténuer la gravité de la blessure de Daniel Crawford? L'examinateur a dit, peu probable, mais pas impossible.
des soins médicaux immédiats auraient été nécessaires. Et a souligné l'absence de preuve d'une assistance immédiate et a récusé le témoin, ayant obtenu de petites concessions. Ensuite, un expert en criminalistique spécialisé dans les armes et les munitions a témoigné concernant 2 balles récupérées. Une balle retrouvée dans le siège de la voiture était déformée. L'autre, trouvée dans du bois de chauffage, était en bon état et correspondait à l'arme retrouvée. Et a demandé, les balles ont-elles été examinées pour détecter des restes d'os ou de tissu? Le technicien a confirmé des traces minimales de sang sur les balles, expliquant que le passage à travers des couches de rembourrage et de tissu les avait probablement nettoyées. Il a noté que les balles avaient une chemise métallique complète, typique d'un usage militaire, avec une chemise en alliage de cuivre et d'acier autour du noyau. Il a expliqué que cette chemise est plus résistante qu'une chemise entièrement métallique standard, généralement en cuivre. C'était à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour la défense. Bien qu'il n'y ait aucune preuve que les balles aient traversé le corps, les circonstances et le type de balle expliquaient la situation. L'espoir de retrouver l'arme était vain. Elle avait été vendue lors d'une foire aux armes il y a 20 ans sans aucun registre d'acheteur. Alexander a confirmé qu'aucune empreinte digitale ni ADN des accusés n'avait été trouvée sur l'arme ou les douilles. Tout ce qui n'avait pas été emporté par l'eau de la rivière avait été nettoyé avant d'être jeté. Un autre technicien a parlé des pelles trouvées. Il n'y avait ni empreinte digitale ni ADN, mais elles portaient la marque Bennett S Landscaping. 14 pelles identiques ont été trouvées dans l'entreprise de Bennett. Le contre-interrogatoire n'a pas révélé de nouvelles informations. Les témoins du département de criminalistique et de la police ont continué toute la matinée et l'après-midi. Le contre-interrogatoire le plus significatif de a eu lieu avec un technicien qui avait trouvé du sang dans la voiture de Trevor Bennett. Le technicien a admis que le sang aurait pu être déposé par une tierce partie, offrant à une petite victoire. Les choses se sont compliquées avec le témoignage du technicien du domicile de Rachel Crawford. Du sang a été trouvé dans sa voiture et sur sa chaussure droite. Bien que le technicien ait admis qu'il ne pouvait pas déterminer si le sang avait été transféré de la chaussure à la pédale d'accélérateur ou inversement, l'avocat espérait que ce doute aiderait Rachel. Les témoins de l'accusation ayant terminé, le 3e matin a commencé par la présentation des preuves de la défense. Les journaux locaux ont spéculé que la défense aurait du mal face aux preuves de l'accusation. Ils ont suggéré que sans corps, une condamnation serait difficile, surtout compte tenu de la stratégie de la défense visant à semer le doute sur la mort réelle de Daniel Crawford. Le premier témoin de la défense d'Alexander a été le docteur Wilbur, expert en analyse sanguine. Il a témoigné qu'un meilleur travail aurait pu être fait pour recueillir les preuves sanguines. Une analyse appropriée du sol imbibé de sang aurait pu donner une estimation plus précise de la perte de sang. Il croyait qu'aussi peu qu'une pinte et demie de sang aurait pu créer la scène et que quelqu'un perdant autant de sang pourrait encore être en vie. Le procureur n'a pas procédé à son contre-interrogatoire. Ensuite, Trevor Bennett a témoigné, clamant son innocence et suggérant que Daniel avait orchestré sa propre disparition. Il a déclaré qu'il n'avait jamais possédé d'armes et que les pelles trouvées auraient pu être volées sur ses chantiers. Alexander a maintenu le témoignage bref, confiant Bennett au contre-interrogatoire. Christopher Wade a demandé, « Pourquoi pensez-vous que Daniel Crawford organiserait sa propre disparition ?» Trevor a raconté comment Daniel l'avait menacé au lycée après que Trevor ait fréquenté la petite amie de Daniel dans son dos. Wade a alors demandé, « Donc, ce n'est pas la première fois que vous vous mêlez des relations de Daniel Crawford? Ne pensez-vous pas que s'il avait voulu détruire quelqu'un, il vous aurait choisi, vous ?» Trevor Bennett n'a pas pu répondre directement à la question, marmonnant que son avantage physique sur Daniel aurait empêché une confrontation. « Donc, vous pensez pouvoir intimider votre ami pour qu'il mette fin à ses jours ? Est-ce pour cela que vous vous êtes senti à l'aise de prendre sa femme ?» a demandé le procureur, puis a continué sans attendre de réponse, « Vos actions montrent que vous êtes quelqu'un qui pense pouvoir avoir n'importe quelle femme et ignorer l'amitié. » Alexander a objecté, arguant que le procureur témoignait plutôt que de poser des questions. Le juge a accepté et a demandé au jury d'ignorer la dernière déclaration du procureur. Malgré cela, Trevor était visiblement contrarié, mais a quitté la barre sans plus de commentaires. Alexander a réalisé que le témoignage de Trevor avait eu l'effet inverse, mais espérait que celui de Rachel pourrait aider. Rachel, plus calme, a déclaré avec insistance qu'elle n'était pas impliquée dans une attaque contre son mari et a suggéré qu'il aurait pu être victime d'un crime. Alexander a choisi de ne pas poser de questions supplémentaires. Le procureur a demandé à Rachel, « Où étiez-vous entre minuit samedi et 14h dimanche ?» Rachel, embarrassée,
a répondu, j'étais avec Trevor Bennett chez lui du samedi 20h jusqu'à environ 13h30 le dimanche. Vous n'avez pas tout à fait répondu à la question. Dites-nous ce que vous avez fait de minuit samedi à dimanche. Rachel, troublée, a dit, j'étais dans la chambre de Trevor. À minuit, nous étions ensemble. Et combien de temps cela a-t-il duré, a insisté le procureur. Probablement jusqu'après 1h du matin, a admis Rachel, embarrassée. Ensuite, nous avons dormi jusqu'à environ 5h45, a-t-elle dit. Monsieur Bennett était-il au lit quand vous vous êtes réveillé? Oui, il était là. Nous étions de nouveau ensemble et nous nous sommes rendormis vers 6h30, puis nous nous sommes levés à 11h, a dit Rachel rapidement. Donc, vous l'avez réveillé pour être intime de nouveau à 6h30, a précisé le procureur. Rachel, embarrassée, a répondu, non, il était déjà réveillé. Le procureur, voyant la réaction du jury, a poursuivi, dites-nous exactement comment vous avez initié cela. Rachel, résignée, a dit, nous étions ensemble. Le procureur a porté le coup de grâce, vous avez dit que vous aimiez votre mari. Est-ce vrai? Après le « oui » catégorique de Rachel, il a poursuivi, vous avez passé la nuit avec son meilleur ami pendant qu'il perdait la vie. Comment pouvons-nous croire que vous n'êtes pas impliqué dans sa mort? Rachel a pleuré silencieusement, incapable de répondre. Le juge Cox a mis fin à sa souffrance en demandant s'il y avait d'autres questions. N'y en ayant pas, le juge a annoncé une suspension de séance pour le déjeuner. Après que Rachel se soit ressaisie, elle l'a rejoint à Alexander et, l'avocat, pour un déjeuner sombre. L'avocat expérimenté les avertit que l'affaire pouvait tourner dans un sens comme dans l'autre. En privé, il était pessimiste, car les deux clients s'étaient montrés peu convaincants à la barre des témoins. La session de l'après-midi se termina rapidement, et annonçant qu'il n'y avait plus de témoins à présenter par la défense. Les deux avocats préparèrent leur plaidoirie finale. Le procureur insista sur les preuves accablantes contre les accusés. Tandis que la défense soulignait le caractère circonstanciel de l'affaire, l'absence de corps et l'absence de mobile clair, l'affaire fut soumise au jury vers 16h, et ils délibérèrent pendant 2 heures avant de se retirer pour la nuit. Le lendemain matin, Rachel et Trevor attendirent le verdict du jury au bureau d'Alexander et, partageant une salle de conférence, ils mirent leurs différends de côté, espérant un acquittement. Vers 15h30, l'appel arriva. Le jury avait rendu un verdict. Les parents de Rachel, venus en ville pour le procès, étaient présents au palais de justice. Le verdict fut rapidement annoncé. Coupable de meurtre au second degré. Rachel fondit en larmes et Trevor frappa du poing de frustration. Ils furent menottés et placés en détention, Rachel ayant un bref moment pour parler à ses parents, proclamant son innocence. La semaine entre la condamnation et la détermination de la peine passa lentement. Les parents de Rachel lui rendirent visite quotidiennement tandis que Trevor reçut une seule visite d'un cousin lors de la détermination de la peine. Tous deux reçurent une peine de 15 ans à perpétuité. Alexander est promis d'examiner les dossiers du tribunal pour un éventuel appel. En 3 jours, ils furent transférés dans une prison d'État. La prison de Rachel avait une bonne réputation, mais celle de Trevor avait un historique de problèmes. Le procès terminé, la couverture médiatique cessa et Rachel Crawford et Trevor Bennett disparurent de l'attention publique. Quelques mois plus tard, Alexander et Christopher Wade se rencontrèrent pour prendre un verre. Réfléchissant à l'affaire, et exprima sa surprise face aux condamnations, estimant que les récits cohérents des accusés suggéraient leur innocence. Wade répondit, le jury ne les a pas crus. J'essaie de ne pas prendre ces affaires personnellement, à moins qu'elles n'impliquent des crimes particulièrement odieux ou des enfants. Cette affaire n'était pas la pire, mais elle n'a pas suscité beaucoup de sympathie pour les accusés. 1 an plus tard, une nouvelle rapporta un grave incident à la prison de Trevor Bennett. Trevor avait été blessé lors de l'émeute et transféré à l'hôpital avec de graves blessures. Il était dans un état critique mais on s'attendait à ce qu'il survive. 18 mois après que Rachel Crawford et Trevor Bennett aient été reconnus coupables du meurtre de Daniel Crawford, Alexander y pensait rarement à l'affaire. Il avait passé la première année à examiner les transcriptions, mais n'avait trouvé aucun motif légal d'appel. Un calme même. Mercredi matin, au bureau de l'Ohio Innocence Project à Cincinnati, la réceptionniste reçut un colis FedEx. À l'intérieur se trouvait un DVD, un sac scellé de risques biologiques et une lettre de plusieurs pages. Intriguée, elle appela Nathan Pierce, un jeune avocat, pour qu'il examine le colis. Nathan, habillé décontracté, emporta le colis dans son bureau.
Il était avec l'Ohio Innocence Project depuis un an, faisant de la recherche juridique. Il aimait aider les personnes condamnées à tort. Assis à son bureau, il lut la lettre adressée à l'Ohio Innocence Project concernant les condamnations de Rachel Crawford et Trevor Bennett. Je ne sais pas par où commencer, alors je vais commencer par le début. Mon nom n'est pas important, mais les informations que je possède pourraient changer la vie des 2 condamnés et de 5 autres personnes, y compris la mienne. Il y a environ 15 mois, un homme a répondu à mon annonce pour une personne experte en informatique. Il en savait autant, sinon plus, sur les réseaux d'entreprise que moi. Je l'ai immédiatement embauché. Cet homme, que j'appellerai Daniel, était discret mais exceptionnellement doué. En 2 mois, mon entreprise a augmenté de 50% grâce à ses efforts et ses longues heures de travail. Quand Daniel a commencé à travailler pour moi, il venait d'arriver en ville et n'avait pas encore loué d'endroit. Mon entreprise était nouvelle, alors je lui ai loué notre chambre au sous-sol pour un revenu supplémentaire. Je voulais réinvestir les bénéfices dans l'entreprise pour subvenir à mes besoins et ceux de mon jeune fils. Bien que ce fût un risque, quelque chose chez Daniel me convainquit qu'il ne représentait aucune menace. Nous avons rapidement établi une routine. Pendant les 3 premiers mois, il a vécu au sous-sol mais a mangé avec nous et a fait le trajet ensemble. Il travaillait souvent des heures supplémentaires sans être payé, préférant la productivité à la télévision ou au sommeil. Au fil du temps, notre relation a évolué de celle d'employeur à employé à celle d'amis, pour finalement devenir une famille aimante. Mon fils l'appelle maintenant papa. Dès le début, je sentais que quelque chose troublait profondément Daniel. Un après-midi tranquille, j'ai fermé la porte du bureau à clé et l'ai appelé, déterminé à découvrir ce qui le préoccupait. Il a fini par avouer qu'il fuyait un mariage raté. Sa femme l'avait trahi avec un bon ami, et il avait failli faire quelque chose de terrible à cause de cela. Notre conversation l'a aidé à surmonter son passé. Nous avons commencé à sortir ensemble le week-end, maintenant des rôles distincts en semaine. Après un mois, il a déménagé du sous-sol dans ma chambre et nous sommes devenus une famille. Malgré cela, je sentais qu'il cachait encore quelque chose. Notre relation s'est renforcée et Daniel est devenu une figure paternelle pour mon fils qui a besoin d'un papa aimant. Il y a 4 jours, Daniel s'est effondré au travail et a été diagnostiqué avec une maladie cardiaque nécessitant une intervention chirurgicale. Une fois stabilisé, il a été transféré dans une chambre privée où il a partagé son histoire, craignant qu'elle ne meure avec lui s'il ne survivait pas à l'opération. Il m'a raconté cela au cours d'une journée. Une fois que j'ai accepté de partager son histoire avec vous, il a semblé soulagé. Maintenant, pendant qu'il dort, je tape cette lettre avec notre fils endormi à côté de lui. Je dois finir ceci ce soir, créer un DVD et vous envoyer le tout d'ici demain midi, en m'assurant que cela ne puisse pas être retracé jusqu'à nous. L'histoire de Daniel a commencé il y a près de 2 ans. Il était heureux en ménage avec Rachel depuis près de 6 ans lorsqu'il a remarqué une petite marque sur elle. Pensant initialement que c'était dû à un choc contre un meuble, il a réalisé que cela semblait plus suspect. Sachant que cela ne venait pas de lui, il a passé la nuit troublé par divers scénarios sur la façon dont la marque était apparue. Ses pensées restèrent avec lui le lendemain au travail. Au moment d'arriver à son bureau, il se sentit stupide pour ses soupçons. Il n'avait aucune preuve d'acte répréhensible et pensait que tout était circonstanciel. Juste avant le déjeuner, le responsable des livraisons de pièces lui apporta un dispositif de surveillance de véhicules à évaluer pour le suivi des itinéraires de livraison et du kilométrage. Daniel décida rapidement comment le tester. 3 jours après avoir installé l'appareil dans la voiture de sa femme, il vérifia le moniteur pendant qu'il était au travail. Elle avait dit qu'elle allait faire des courses, mais le tracker montra qu'elle était allée chez Trevor Bennett. 1 heure plus tard, sa voiture était toujours là. Méfiant, il l'appela. Quand elle dit qu'elle faisait du shopping, il sut que quelque chose n'allait pas. Ce soir-là, il écouta sa fausse histoire de shopping. Se sentant mal, mais décidant de ne pas tirer de conclusions hâtives. Il l'observa pendant une autre semaine. Alors qu'il était en voyage d'affaires, le suivi de sa voiture montra qu'elle était allée chez Trevor de 20h à 2h du matin. Elle mentit en disant qu'elle était à la maison toute la nuit. La confirmation de son infidélité le dévasta. À son retour, il envisagea des mesures désespérées. Il savait que Trevor était populaire auprès des femmes, mais n'avait jamais pensé qu'il poursuivrait Rachel. Sa trahison lui brisa le cœur. Cette nuit-là, il rendit visite à la veuve âgée d'Accent grave côté sous prétexte d'emprunter un outil.
Il a récupéré un revolver caché de la collection de son défunt mari. Daniel avait l'intention de l'utiliser contre Trevor et Rachel, puis contre lui-même. Il décida d'attendre de les surprendre ensemble. Il commanda son propre dispositif de suivi pour rendre celui qu'il était en train d'évaluer. Heureusement, Rachel et Trevor ne se rencontrèrent pas avant une semaine, donnant à Daniel le temps de reconsidérer la situation. Pendant ce temps, il élabora un meilleur plan pour les accuser de sa disparition. Il passa une semaine à planifier et à rassembler les fournitures. Une fois prêt, il prétexta un voyage d'affaires pour le week-end, sachant qu'ils se rencontreraient pendant son absence. Quand sa femme se rendit chez Trevor, il mit son plan en marche, créant des preuves écrites suggérant qu'il était en train de divorcer d'elle. Il faillit oublier d'envoyer un email crucial à son avocat qui impliquerait Rachel et Trevor. Avant de partir, il tira une balle dans le siège passager de sa voiture et une autre dans un bloc de bois, étouffant les coups avec une couverture dans le garage. Cette étape fut un soulagement, marquant le début de sa vengeance. Vous devriez chercher des articles de journaux archivés en ligne. Daniel suivait le procès quotidiennement et a déclaré que la majeure partie de l'histoire avait été documentée par des journalistes judiciaires. Il pense qu'un examen complet du compte-rendu de l'audience clarifiera tout. D'abord, il conduisit sa voiture jusqu'à un parc près de la maison de Trevor et trouva un endroit isolé. Il avait un grand sac de sport contenant tout le matériel pour son plan. Il étala tout sur une table de pique-nique, le couvrant d'une vieille couverture. Il déchargea du bois de chauffage, des bâches en plastique et un pneu de secours, créant une trace de traînée jusqu'à la route goudronnée. Puis il remit le pneu dans le coffre et dispersa le bois de chauffage à l'aide d'une petite lampe de poche. Il fit tout cela, puis s'assit tranquillement pour voir si quelqu'un le remarquerait. Daniel préleva du sang de son bras à l'aide de fournitures médicales, recueillant environ un quart de litre sur plusieurs jours, qu'il stocka et mélangea avec une petite quantité de solution saline pour l'aider à s'étaler. Il appliqua ce sang en motif pour suggérer une blessure grave et l'étala sur le siège de la voiture et sur le sol pour suggérer une perte de sang importante. Il remplit les impacts de balles dans le bois de chauffage et la sellerie de la voiture avec plus de sang. Ayant terminé, il rangea tout dans son sac de sport et quitta le parc, rejoignant une vieille voiture qu'il avait achetée à cet effet. Affaibli par la perte de sang, il se reposa jusqu'à près de 6 heures du matin, puis se rendit chez Trevor pour terminer son plan. La voiture de Rachel était toujours chez Trevor et n'était pas verrouillée. Alors, il mit quelques gouttes de sang sur la pédale d'accélérateur. Il étala également du sang sur la voiture de Trevor, mais eut peur en voyant une lumière allumée dans la chambre de Trevor. Il partit rapidement, se rendit à une cabine téléphonique et utilisa un simple modificateur de voix pour signaler sa voiture dans le parc, prétendant être une femme. Il se débarrassa ensuite de 2 pelles et du revolver dans la rivière. Épuisé, il resta dans un motel pendant 2 jours, prenant des suppléments de fer et mangeant des barres énergétiques. Il fit un autre appel avec le modificateur de voix, cette fois en tant que vieil homme, ce qui aida la police à retrouver le revolver. Daniel m'a raconté toute cette histoire parce qu'il veut laisser son passé en tant que Daniel Crawford derrière lui. Il utilise maintenant une identité différente sous laquelle mon fils et moi le connaissons et il veut la garder. Il m'a demandé d'envoyer ces informations pour aider à annuler les condamnations de Rachel Crawford et Trevor Bennett. Demain, je prendrai un exemplaire du Columbus Dispatch et un tampon encreur. Nous utiliserons une partie de la première page pour enregistrer toutes les empreintes digitales de Daniel dans un échantillon de sang, qui correspondra à l'ADN du parc, prouvant qu'il est en vie. Cela devrait être suffisant pour les libérer de prison. À la fin de la lettre, il y avait une note manuscrite. Daniel est sorti de l'opération en bon état. Il veut que j'envoie ce colis de Cleveland demain. Je déteste le quitter, mais cela le soulagera. Nous attendons des jumeaux dans environ 3 mois. Nathan Pierce tourna la dernière page pour vérifier s'il y avait des notes supplémentaires, mais elle était vierge. Il posa ses pieds du bureau et examina les autres éléments du colis. Le DVD était étiqueté photo prise dans le Memorial Park et l'enveloppe en plastique noir était marquée empreinte digitale et ADN. Il relut les pages imprimées pour d'éventuelles notes supplémentaires, puis appela un avocat senior. C'était au-delà de sa capacité à gérer seul. En une semaine, en collaboration avec le bureau d'enquête criminelle de l'Ohio, ils confirmèrent que l'ADN appartenait à Daniel Crawford et que les empreintes digitales correspondaient à celles de sa voiture trouvée dans le parc, prouvant qu'il était toujours en vie. Avec des preuves irréfutables que 2 personnes avaient été condamnées pour un meurtre qui n'avait jamais eu lieu, le procureur général de l'Ohio et le gouverneur accélérèrent leur libération. Une semaine plus tard,
ils retournèrent au tribunal avec Alexander et, les parents de Rachel, et même le procureur de district Christopher Wade. En présence de certains représentants de l'État, le procureur général de l'Ohio s'excusa pour la condamnation injuste. Il accusa Daniel Crawford d'avoir trompé le système judiciaire et annonça des efforts pour le retrouver et lui demander des comptes pour les coûts financiers encourus. Lorsqu'on lui demanda où il commencerait à chercher Daniel, il ne put que secouer la tête. Trevor Bennett semblait fondamentalement changé par son expérience en prison. L'arrogance avait été remplacée par une lassitude tranquille, sa confiance facile brisée par des mois d'incertitude et de peur. L'épreuve avait clairement brisé quelque chose en lui qui pourrait ne jamais guérir complètement. Il s'excusa auprès de Rachel pour les événements ayant conduit à leur emprisonnement. Rachel semblait émotionnellement épuisée, ne souhaitant que partir avec ses parents. Alexander et le procureur de district s'excusèrent tous deux, reconnaissant qu'ils avaient été induits en erreur par Daniel Crawford. Ils jurèrent d'être plus prudents dans les affaires futures. Bien que l'État n'ait trouvé aucune responsabilité, Rachel et Trevor reçurent chacun $50 000 en compensation. Trevor, dont l'entreprise avait fait faillite et la maison avait été vendue pour couvrir les frais de justice, quitta la ville. Il fit remarquer à Rachel que Daniel leur avait gravement fait du tort et que le chèque n'était qu'une fraction de ce qu'il avait perdu. Rachel, visiblement marquée par son épreuve, dit simplement qu'il le méritait et partit sans dire au revoir. 2 semaines après que les nouvelles eurent rapporté leur libération, une grande enveloppe arriva au bureau d'Alexander et. À l'intérieur se trouvait une note pour l'avocat et une enveloppe scellée pour Rachel. Alexander livra la lettre à Rachel dans son appartement. Après une brève conversation, il la laissa avec l'enveloppe, qu'elle ouvrit avec appréhension. Reconnaissant l'écriture de Daniel, elle lut la lettre. « Rachel, je m'excuse pour le temps que tu as passé en prison. Ta trahison avec Trevor m'a poussé au désespoir. Ma nouvelle vie et mon bonheur m'ont montré que vous libérer tous les deux était nécessaire pour ma propre paix. Je sais que les autorités me chercheront, mais j'ai confiance en ma nouvelle vie avec ma nouvelle famille. Bonne chance et adieu, Daniel. » La lettre lui échappa des mains, brisant tout espoir de réconciliation avec Daniel. Rachel était assise dans son appartement vide, entourée des ruines de son ancienne vie. L'homme qu'elle avait aimé, trahi et perdu pour toujours avait orchestré la vengeance la plus élaborée qu'elle aurait pu imaginer. Au final, Daniel Crawford avait obtenu exactement ce qu'il voulait. La liberté de son passé et un nouveau départ, ne laissant derrière lui que les débris de ce qui fut. Merci de votre visionnage. À la prochaine. Si vous avez aimé, abonnez-vous à JK. Raconte une histoire pour d'autres récits.